Vous nous suivez via Blue OTT International, BlueSat TNT. Bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. Bonsoir. Un numéro spécial avec notre invité du jour, monsieur Jean-Marie Kabiena Kwiba. Donc, c'est un acteur politique dont vous allez découvrir les fonctions ou ses attributions dans cet élément dont Privali Wambela va nous proposer. Jean-Marie Kabiena Kwiba Dikassa, un citoyen congolais de père et de mère, ingénieur et économiste diplômé en 3e cycle DS en administration des entreprises de l'Université d'Amiens en France. Parcours: consultant expert en économie des entreprises et en management, en relations internationales, dirigeant et administrateur des sociétés privées d'ICAS électronique Sarahu, JMK Consulting, président et membre fondateur des associations en France, président des AITD, Association Industrie et Technologie pour le Développement, créé en 1991 en France, président du Centre démocrate congolais de France, créé en 2015 en France. Il est en même temps président du regroupement politique Alliance pour le Triple A et allié A3, candidat député national de Tchangou numéro 189, dont la motivation de sa politique lutte contre la pauvreté. Jean-Marie Kabiena. Derrière élogeuse de Jean-Marie Kabiena Kwiba, il est déjà sur ces plateaux avec nous, donc je m'en vais pour lui dire bonjour et bonsoir, monsieur Jean-Marie Kabiena Kwiba. Bonjour et bonsoir. Vous êtes le bienvenu dans Invité du jour. Merci. Un mot pour le téléspectateur qui vous suit présentement. Je m'appelle Jean-Marie Kabiena Kwiba. Je suis ingénieur, économiste et je suis diplômé de 3e cycle en administration des entreprises de l'Université d'Amiens en France. Je suis aussi ingénieur diplômé. Je suis consultant, expert en économie politique de développement, en économie des entreprises et en relations internationales. Voilà. Vous chapeautez plusieurs fonctions en même temps, alors ça serait mieux que vous puissiez nous parler de votre cursus politique. Si vous voulez, au départ, moi je suis un ingénieur de formation, un ingénieur diplômé, je suis aussi un économiste diplômé. Je suis un ancien cadre de l'IDPS, ici au Congo et aussi en France. Je suis un cadre de l'IDPS France, où j'ai fait mes débuts politiques. Et puis après, je suis revenu au Congo en 2006 où j'étais candidat. En 2011, j'étais aussi candidat député national. Et je suis président de 2 associations en France. Association Industrie et Technologie pour le Développement, créée en 1991, donc en 91. Et je suis aussi président de l'association du centre, si vous voulez, Centre démocrate congolais de France. Et je suis vice-président de l'association MEDACE, en France toujours. Donc ici, je fais partie d'un parti politique que vous connaissez parfaitement bien. Je fais partie des CODEP et je suis dans les regroupements politiques Alliance pour les Triple A et Alliés, donc comme candidat député national de Tchangou. Très bien. Étant que candidat à ces échéances électorales d'ici décembre 2023, quelle est l'idéologie de votre politique en fait? Oui, mais moi je suis quelqu'un qui est passé toute sa vie dans les combats politiques. Très bien. Nous avons fait tout contre la dictature de Mobutu, contre la dictature de Laurent Désiré Kabila et contre la dictature de Joseph Kabila. Nous avons passé toute notre vie à combattre la dictature dans le but d'instauration de l'état des droits en République démocratique du Congo. Donc notre projet consiste à l'instauration de l'état des droits. Pourquoi l'état des droits? Parce que nous souhaitons que ces pays aient les droits, la démocratie et que les Congolais vivent dans leur liberté, les libertés publiques. J'ouvre une parenthèse. Pensez-vous que Félix Tshisekedi respecte bel et bien cet alignement d'état de droit? Ah oui, bien sûr. Comment? Pourquoi? Parce qu'il a toute sa vie, Félix Tshisekedi Tshilombo a toute sa vie combattu la dictature. Toute sa vie, il a consacré au combat pour l'instauration de l'état des droits. Et même s'il est fait, lui, il est convaincu, c'est un démocrate convaincu. Il n'y a pas là-dessus de discussion. C'est un démocrate convaincu
Parce que toute sa vie, il s'est battu en tant que démocrate. Il s'est battu pour l'instauration de la démocratie dans ces pays et pour l'instauration de l'état de droit. Vous comprenez tout de suite que c'est un démocrate. Parce que toute sa vie, il s'est battu que pour ça. Très bien. Alors, quelle est votre vision politique? En fait, vous êtes toujours derrière l'état des droits de Félix Tshisekedi Tshilombo, ou soit vous êtes là pour apporter un coup de pouce au sein de la politique de Félix Tshisekedi? Oui, mais c'est normal. Nous sommes là, moi aussi je suis là. Tous ces combattants, tous ces gens qui se sont battus durant plusieurs années à l'extérieur et ici d'ailleurs, c'est pour l'instauration de l'état des droits. L'état des droits a pour vocation de faire en sorte que la justice soit indépendante, que les Congolais vivent dans les libertés et qu'il y ait des élections démocratiques et que les Congolais vivent dans les bonnes conditions de vie. Vous êtes sans ignorer que nous avons des problèmes de développement économique. Et l'état des droits va permettre qu'on instaure, qu'on fasse les développements économiques pour permettre aux Congolais de vivre avec dignité. Exactement. Et tant que député national au niveau de la district de Django, alors c'est quoi la motivation de votre candidature ici en République démocratique du Congo? Vous venez tantôt de la France, vous êtes diaspora, on peut dire. Oui, mais on a pris conscience qu'on est dans la situation de pauvreté. Okay. Quand vous regardez toutes les communes ici, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en province, les Congolais vivent dans la précarité. Ils vivent dans la pauvreté. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette pauvreté? La pauvreté est caractérisée par le fait que les Congolais n'ont pas accès aux soins de santé. Ils ne mangent pas à leur faim. Ils n'ont pas de revenus. Donc, lutter contre la pauvreté, c'est apporter des revenus aux Congolais pour leur permettre de vivre avec dignité. Donc, tant qu'il n'y a pas de revenus, tant qu'il n'y a pas l'emploi, ils ne peuvent pas vivre. Alors, qui peuvent créer ces revenus et ces emplois? Ce sont la population congolaise ou soit nos autorités? Oui, mais c'est toute personne qui détient le pouvoir politique. Il a vocation à créer des conditions qui permettent de lutter contre la pauvreté. Il faut des projets, il faut des programmes, il faut des actions politiques, il faut des politiques publiques permettant d'asseoir une lutte efficace contre la pauvreté. Donc, vous comprenez que la première des libertés, c'est la sécurité. En dehors de la sécurité, les gens doivent vivre, ils doivent avoir le bien-être social, c'est-à-dire avoir l'accès aux soins de santé et puis faire en sorte que l'éducation soit à la hauteur des enjeux du développement et faire que les Congolais puissent manger chaque jour pour qu'ils soient en bonne santé. Parce que si vous ne mangez pas, comment vous serez en bonne santé? Vraiment. Les élections s'approchent d'ici décembre 2023. Tout le monde dit très bien que la candidature est tellement ébellée. D'autres vont de l'autre côté en France, aux États-Unis, uniquement pour accompagner la vision du chef de l'État, soit apporter un coup de pouce au sein de la République démocratique du Congo, qui est notre pays. Alors, M. Jean-Marie Kabiena, nous voulons savoir votre préoccupation par rapport à ces campagnes électorales. Quelles sont les thématiques que vous allez travailler ou aborder tout au long de votre campagne? Tout au long de ma campagne, je vais aborder la question de la lutte contre la pauvreté. Pourquoi la lutte contre la pauvreté? Mais parce que la population est pauvre, qu'il faudrait qu'un jour, cette population puisse vivre dans les meilleures conditions. Parce que nous avons pour rôle, un homme politique a pour rôle d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Et pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, il faudrait créer des emplois. Parce que seuls les emplois apportent des revenus. Pensez-vous qu'en créant des emplois, ça va encore de plus apporter des recettes, étant donné que c'est développé, ou soit en ayant de richesses, tout commence par la moralité. La richesse commence par la tête. Aujourd'hui, on peut créer des emplois. Alors, si cette population n'a pas cet esprit de créativité, pensez-vous que ça va générer quelque chose? Oui, mais moi je pense que la population a toujours la créativité. La question qui est fondamentale, c'est la question des compétences. Très bien. Il faut prendre conscience que les personnes qui font des choses partout dans le monde sont des personnes qui ont certaines compétences, qui ont une certaine expertise. Donc nous devons faire valoir l'expertise et les compétences et mettre ces gens dans les fonctions de l'État pour que ces gens utilisent leur expertise au profit du développement économique et social. C'est la question. Il faut trouver des gens compétents, il faut trouver des mandataires compétents, il faut trouver des ministres compétents, il faut trouver
des bourgmestres compétents, il faut trouver des chefs de secteur, des administrateurs des territoires compétents. C'est ça la question au Congo. Parce que nous, on a la chance d'avoir cette expertise-là. Donc nous avons l'expertise en économie, nous avons l'expertise en relations internationales, nous avons l'expertise des grandes entreprises, parce que toute ma vie, je n'ai fait que travailler dans les grandes entreprises. Et non seulement j'ai travaillé dans les grandes entreprises, j'ai travaillé dans les entreprises performantes, c'est-à-dire des entreprises qui sont capables de développer leur activité économique et des entreprises rentables. Donc, quand vous regardez très bien en République démocratique du Congo, nos entreprises publiques ne sont pas rentables. Comment ça? Ils ne sont pas rentables parce qu'ils... Mais c'est l'État qui génère des ressources, en fait. Non, ils ne sont pas rentables parce qu'ils ne font pas de bénéfices. Est-ce que vous pouvez me citer une entreprise publique qui a réalisé des bénéfices en 2022 ou en 2023? Non. Alors, pourquoi elle ne réalise pas de bénéfices? Alors, qui sont censés les présenter toutes ces statistiques? Ce sont oui, mais ils ont un ministre. Les autorités non, ils ont une ministre, ils ont les gouvernements. Ils ont des entreprises publiques. Ils ont des entreprises qui doivent présenter des statistiques. Ils ont des banques qui peuvent présenter. La banque centrale peut présenter ces statistiques-là pour guider un peu l'économie nationale à avoir un peu de visibilité, n'est-ce pas, devant. Donc, il y a des institutions, à ces institutions-là, aux entreprises publiques, de travailler. Alors, quel discours et plan d'action que vous allez mettre en exergue tout au long de votre campagne électorale par rapport à ces thématiques ciblées? Voilà, moi, ma campagne électorale sera axée sur la lutte contre la pauvreté, comme je l'ai dit. Dans quel secteur? Il faut être précis. Je suis en train de préciser. Si vous regardez très bien les districts de Tchangou, c'est-à-dire, vous voyez, Nsele, Massina, Kimbanseke, Maluku et l'autre Ndjili. Tous les matins, les gens là descendent à la Gombe pour travailler. Ils ne peuvent pas venir travailler à la Gombe tous. Moi, si je passe député, je vais faire en sorte qu'on crée des villes de l'autre côté de l'aéroport. Autour de l'aéroport, on peut créer une ville qui crée des emplois. Et un peu plus loin, à Maluku, on peut créer une autre ville qui crée des emplois. De telle sorte que les gens de Tchangou, quand ils se réveillent le matin, ils ne se dirigent pas vers la Gombe, ils se dirigent vers Maluku. Et ils vont travailler, ils vont avoir des conditions de transport faciles et ils ont une ville comme à l'aéroport pour travailler. Ils ne sont pas obligés de venir tout le temps en centre-ville. Ce n'est même pas les centres-villes. Ils ne peuvent pas tout le temps venir à la Gombe, à l'extrême nord, je ne sais pas, à Gombe au nord. Ils ne peuvent pas tout le temps venir ici travailler alors qu'ils peuvent travailler chez eux et gagner très bien leur vie. Si on comprend très bien que la pauvreté tire ses origines à la district de Tchangou. Non. Beaucoup de communes sont dans la pauvreté. Mais moi, je suis candidat de Tchangou. Donc, je vais parler au nom de Tchangou. Moi, je ne peux pas parler de moi. Au nom de la République démocratique. Oui, mais j'ai déjà parlé. Non, j'ai déjà parlé parce que les caractéristiques de Tchangou, ce sont les mêmes à Kananga, à Mbujimaï, à Iziro, à Goma, à Boma. C'est presque la même chose, la pauvreté partout. Ce qui fait que le président de la République, son programme était la lutte contre la pauvreté. Est-ce que c'est respecté? Aujourd'hui, le peuple pleure. Non, il pleure. Non, le peuple que moi je rencontre ne pleure pas. Moi, je rencontre chaque jour des citoyens. Je rencontre chaque jour les citoyens congolais qui sont contents du fait qu'on a fait la couverture maladie universelle. Très bien. C'est déjà un pas essentiel dans la lutte contre la pauvreté, parce qu'ils ont accès aux soins de santé. Le peuple que moi je rencontre, il me parle de l'enseignement fondamental qui est devenu gratuit. Quand vous avez des enfants de bas âge qui n'arrivent pas à aller à l'école parce que vous manquez... Ça a donné aussi de l'impact? Mais oui, ça a donné de l'impact parce qu'il y a 6 millions d'enfants qui sont retournés dans les établissements scolaires. Donc c'est déjà... Très bien. Oui. Est-ce que la formation était vraiment bel et bien dispensée? Oui, mais ça c'est une autre question. Le but de l'enseignement gratuit, l'enseignement fondamental, c'est de permettre déjà aux jeunes gens de retourner à l'école. Maintenant, il y a des questions qui se sont posées. Les questions des effectifs, les questions des classes, les questions des écoles. Mais il y a un autre programme, comme vous le savez. Ils sont en train de construire des écoles. On en a pas mal construit depuis 3 ans. Donc, on va résorber cette question par les écoles qu'on construit et on va toujours trouver des solutions aux problèmes d'effectifs, des enseignants, des élèves. On va trouver ces solutions-là parce que les solutions ne se trouvent pas en un jour. Vous vous rendez compte? L'enseignement fondamental, la loi sur l'enseignement fondamental, c'est une loi de la Constitution. Dans ces pays,
on a pensé qu'il faudrait que les jeunes gens, au niveau de l'école primaire, sachent lire et écrire. Pour savoir lire et écrire, il faut rentrer à l'école. On a fait d'abord qu'ils rentrent en école et ils sont retournés à l'école. Alors, pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise en général, aujourd'hui élue et tant que candidat, qu'est-ce que vous allez proposer comme loi pour protéger cette population face à des différentes situations que nous faisons face ces derniers? Bon, vous allez comprendre d'abord comment l'économie fonctionne. Très bien. Pour que l'économie fonctionne, il faut des recettes, qu'on appelle des ressources financières. Maintenant, quand vous avez les ressources financières, vous devez dire qu'est-ce que je vais faire de ces ressources financières. Aujourd'hui, vous remarquerez très bien que le gouvernement a fait beaucoup de ressources financières. On est passé... secteur? Les billets de l'État. Les billets de l'État, qui a été autour de 4 milliards, 6 milliards sous Matata Mpogno, est passé aujourd'hui à 16 milliards et voire même à 20 milliards. Alors, quel est l'impact de ces 20 milliards? Non, d'abord, c'est les constats. La situation sanitaire et alimentaire, c'est compliqué. On ne pouvait pas se plaindre du fait de manquer des recettes. Parce que le problème, on n'avait rien. Maintenant, vous avez quelque chose. Maintenant, comme on a des recettes, comme on a des moyens financiers, comme on a des ressources financières disponibles, il est question de la redistribution. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis, comme on a de l'argent, maintenant, il suffit d'orienter les investissements. Mais c'est prévu pour les élections. Non, je ne parle pas des élections. Je parle de l'économie. Très bien. Voyez-vous, je parle de l'économie. Vous avez des ressources financières. Après, vous avez des dépenses. Donc, vous avez des recettes. Les billets composés des recettes et des dépenses. Des dépenses, il faut les orienter vers la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire faire des investissements. Et quels investissements? Faire des investissements qui permettent de créer des emplois. On ne peut pas lutter contre la pauvreté si on ne crée pas pour les jeunes Congolais des emplois. C'est-à-dire quoi? En vrai terme, c'est-à-dire les jeunes Congolais des 18 ans, 19 ans, 20 ans jusqu'à 25 ans qui sortent des universités, une fois sortis des universités avec leur diplôme ou sans diplôme d'ailleurs, ils doivent aller travailler. Et quand ils travaillent, ils auront des salaires. Et quand ils auront des salaires, ils vont devoir entretenir leur famille. C'est ça l'objectif de la politique économique. La politique économique au Congo devait être consacrée, n'est-ce pas, à la création des emplois. Est-ce qu'il existe cette politique? Ah oui, mais il y a un gouvernement, il y a un ministre de l'emploi dans ces pays. Et puis, quand nous parlons, le ministre, il écoute parfaitement ce que nous disons. Aujourd'hui, la grande question, la lutte contre la pauvreté signifie que les jeunes gens doivent aller travailler chaque matin et chaque soir. Et du fait de travailler, à la fin du mois, ils ont des salaires et les salaires vont leur permettre de vivre avec dignité. C'est ça la lutte contre la pauvreté. Et tant qu'économiste et chef des entreprises, Papa Jean-Marie Kabina Kouiba, nous allons présentement parler de l'économie. Pour quel programme de demain pour lutter contre la pauvreté de ces derniers? Lutter contre la pauvreté, je vais encore le répéter, c'est faire en sorte que la population ait accès aux soins de santé. Le fait d'avoir des soins de santé gratuits, ça vous permet de prendre l'argent que vous auriez dû dépenser pour la santé, pour les médicaments, pour l'hôpital, aller investir dans autre chose. Par exemple, aller acheter à manger pour les enfants. Vous voyez, ça vous dégage des dépenses, de certaines dépenses. On a pris en charge les dépenses de santé pour permettre aux familles de rester avec l'argent qu'ils doivent mettre à la consommation, acheter de la nourriture pour les enfants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça c'est le point de la santé. Il y a aussi l'éducation. L'éducation est fondamentale. Parce qu'une société qui n'a pas des gens éduqués, ils ne comprennent pas les questions du développement. Ils vont dire, mais le développement, c'est quoi? Pour comprendre le développement, il faut être éduqué. C'est-à-dire, il faut avoir des connaissances. Il faut avoir des savoirs. Voilà. Il faut avoir des savoirs. Donc, les savoirs et les savoirs techniques. Parce que pour bien faire l'industrie, pourquoi on a des problèmes d'emploi? Parce qu'on n'a pas de savoirs. Si on avait des savoirs, des connaissances pour faire des usines, pour faire de l'automobile, pour faire des téléphones portables, pour faire des ordinateurs, on aurait pu faire des ordinateurs, on donnerait des emplois aux Congolais. Donc, je répète, la lutte contre la pauvreté consiste à créer des conditions qui permettent aux Congolais d'avoir des emplois salariés. C'est-à-dire, quand vous travaillez du 1er au 30, à la fin du mois, vous avez un salaire devant vous permettre de faire vivre votre famille.
Voilà, merci beaucoup, M. Jean-Marie Kabiena Kouiba. Vous êtes économiste et chef des entreprises. Alors, quelle est votre perspective par rapport à la situation économique et sociale de la République démocratique du Congo? Moi, je crois à l'économie domestique de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y avait une question fondamentale, c'est d'avoir des ressources financières. On est parti de 4 milliards sous Matata Mpogno. Aujourd'hui, on est à 20 milliards de dollars américains sous Nicolas Kazadi et sous Fachi. Donc Félix a fait en sorte que nous ayons des ressources financières disponibles dans ces pays. Il est question maintenant de démobiliser des capitaux, n'est-ce pas? Démobiliser les capitaux d'investissement pour permettre aux entreprises publiques d'être bien gérées et de fonctionner et de créer des emplois et de développer leurs activités économiques pour lesquelles elles ont été créées. Exactement. Vous imaginez la SNEL, la Régie des eaux, l'ONATRA, tout ça, ce sont des entreprises qui ont été créées qui ont des objets bien définis, qui ont des missions bien définies. Et pour qu'ils aient des missions bien définies, ces missions-là économiques sont les missions des développements économiques, des développements de l'activité économique. Voilà. Et il faut qu'ils aient des moyens pour développer leurs économies. Voilà. Alors, quels sont les facteurs qui freinent le développement de l'économie de notre pays? Parce que ces derniers, on accuse de plus les autorités, c'est eux qui n'ont pas de bonne politique. Alors, quels sont les facteurs qui freinent le développement économique de notre pays? Oui, mais il faut avoir des politiques publiques. Il faut avoir des politiques publiques, des redistributions. Très bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, une fois quand on a de l'argent, il faut les redistribuer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est bien d'avoir de l'argent. On a de l'argent dans les mines, dans l'énergie, dans l'industrie, dans l'agriculture, tout ça. Mais si vous avez de l'argent, vous devez redistribuer cet argent sous forme de salaire. Si vous ne redistribuez pas l'argent sous forme de salaire, n'est-ce pas? Vous allez créer une crise. La crise, c'est quoi? La crise, c'est l'effet d'avoir beaucoup d'argent et ne pas les redistribuer. Ou aussi, l'effet de ne rien avoir à redistribuer. Donc, dans les conditions actuelles, nous avons de l'argent. Le ministère des Finances a de l'argent, a des ressources financières. Moi, je demanderai au ministre de faire une politique économique avec les ministres. Vous pouvez aussi proposer tant que candidat. Oui, mais c'est ça que candidat. Non, mais c'est ce que je suis. Très bien le mais je suis en train de proposer. Je leur dis, on a eu beaucoup de moyens financiers. Maintenant, vous les redistribuez sous forme de salaire. Vous devez créer des canaux permettant que cet argent quitte dans les finances publiques et arrive aux citoyens congolais. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Et puis, ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec la couverture santé universelle. Ils le fassent aussi. Moi, si vous me demandez une proposition, moi, je vous dis, moi, si j'ai la possibilité de décider, et je vais présenter une loi qui fait que quand vous avez 70 ans, à partir de 70 ans, vous devez bénéficier d'une allocation. C'est-à-dire, chaque Congolais de plus de 70 ans doit avoir mensuellement même 100 000 francs congolais pour vivre. De toute façon, si vous donnez à un vieillard, ou une femme, vous lui donnez à 70 ans, vous lui donnez 100 000 francs congolais pour vivre mensuellement, il ne va pas aller acheter des habits. Ça va lui permettre de vivre avec dignité. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Congolais varie du jour au jour. Alors, étant qu'économiste et expert, on peut dire, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour redynamiser et stabiliser ces secteurs? Les sociales de Congolais sont un peu compliquées, perturbées. Oui, mais ce n'est pas assez compliqué. Le pouvoir d'achat, c'est quoi? Le pouvoir d'achat, c'est l'effet qu'un Congolais qui a de l'argent achète ce qu'il a envie d'acheter. C'est ça le pouvoir d'achat. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez 50 000 francs, vous dites qu'avec 50 000 francs, je vais acheter tel bien, ou telle marchandise, tel service, vous achetez. Aujourd'hui, les expatriés sont de plus favorisés. Non, les expatriés ne sont pas favorisés. La politique économique de ces pays, c'est faire un pays attractif. C'est-à-dire un pays où quelqu'un qui est en Chine, qui est en Inde, qui est au Pakistan, qui est au Brésil, qui est en Turquie, qui est en Arabie Saoudite, se disent que l'économie congolaise est bonne, je dois investir. Ça s'appelle les transferts des capitaux. Et les transferts des capitaux sont toujours accompagnés des transferts des techniques.
Regardez les supermarchés. Le fait d'ouvrir des supermarchés, ça va permettre aux Congolais d'avoir des techniques des supermarchés. Comment faire? Comment travailler avec les ordinateurs, tout ça. C'est un atout technique permettant à des Congolais un jour d'ouvrir aussi des supermarchés. Donc, les expatriés, on ne leur donne pas tout, on les favorise parce qu'ils sont détenteurs des capitaux. Ils ne viennent pas main vide. Quelqu'un qui vient avec ses 100 000 $ pour investir au Congo, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. On doit faire en sorte que nous ayons une politique qui attire des investissements étrangers, les investissements productifs, et c'est déjà une bonne chose. Si vous avez un pays où les étrangers ne viennent pas vers leurs capitaux, dites-vous bien que votre économie ne fonctionne pas bien. Mais alors, M. Jean-Marie Kabila-Kwiba, nous disons toujours que notre pays est un pays riche, rempli des potentialités, des ressources naturelles. Comment peut-on classer la République démocratique du Congo parmi le pays le plus pauvre, étant donné que nous avons de richesses, de potentialités? Bon, nous avons des potentialités. Vous avez dit des potentialités. Très bien. Si vous avez dans ces sous-sols ici à Kinshasa, où nous sommes, vous avez des cuivres, n'est-ce pas? Et le cuivre n'est pas exploité. Il n'est pas exploité pourquoi? Parce que nous n'avons pas de capitaux. Donc, les gens qui ont des capitaux, nous devons les convaincre. C'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire chaque jour. Il part voir les pays qui ont des capitaux. Il leur dit, écoutez, nous avons des minéraux, nous avons des terres arables, il faut venir au Congo investir. Donc, il faut les capitaux. Nous manquons des capitaux et nous disons que nous avons des potentialités et nous cherchons des gens qui ont des capitaux. Nous avons des pays occidentaux, la Russie, la Chine. La Chine a beaucoup de capitaux. Nous demandons aux Chinois de venir avec les capitaux investir. Okay. Quand ils auront investi, ça va nous apporter des richesses. Très bien. Maintenant, quand vous avez des richesses, nous en avons déjà. Maintenant, les problèmes ne se posent pas au niveau des richesses. C'est comme si vous avez, je donne un exemple en dollars, chaque mois vous avez 10 000 $ que vous mettez chez vous dans une valise. Pendant ce temps, vos enfants ont faim. Ce n'est pas normal. À un moment donné, il faudrait prendre votre argent, aller acheter à manger pour des enfants. C'est ce qu'on appelle la redistribution. Les ministres des Finances, les gouvernements en général, doivent penser à la politique de redistribution. Si les gouvernements ne pensent pas à la politique de redistribution, il y aura une crise économique. La crise économique, c'est l'effet d'avoir beaucoup d'argent et ne pas redistribuer, c'est-à-dire payer des petites entreprises. Regardez, si vous regardez très bien, il y a la dette intérieure, c'est-à-dire les gouvernements n'arrivent pas à payer des personnes qui ont livré, ils n'arrivent pas à payer ces fournisseurs. C'est un problème économique. Très bien. Parlons présentement de l'état des droits avec M. Jean-Marie Kabila-Kwiba. Il va aussi émettre son avis par rapport à cette initiative de chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, M. Jean-Marie Kabila-Kwiba, pensez-vous que la RDC est un pays d'état de droit? Oui, moi je le pense. Pourquoi? D'abord, pourquoi? Pourquoi? Parce que moi je me suis battu toute ma vie pour ça. Ce n'est pas pour ces derniers. Non, toute ma vie. C'était avec Étienne Tshisekedi. Non, moi aussi. Moi aussi. Moi, je me suis battu aussi pour l'état des droits. Félix Tshisekedi s'est battu aussi pour l'état des droits. Nous sommes maintenant dans la situation d'appliquer l'état des droits. D'appliquer l'état des droits, c'est-à-dire quoi? Regardez très bien. Les gens qui parlent, les opposants, quand Kabila était ici, je donne un exemple. Est-ce que Katumbi s'est retrouvé à l'extérieur, il était à l'extérieur. Hein. Est-ce qu'il parlait? Aujourd'hui, il circule, il peut dire... Mais il y a des arrestations arbitraires. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, même vous, à la télévision ici, vous pouvez dire de Félix tout ce que vous voulez. Mais après cela, on va m'arrêter. Non, on ne va pas vous arrêter. Non. On va pas vous interpeller. Qui va vous interpeller? Est-ce que c'était le cas avec Jean-Marc Kaboun? Je vais vous dire ceci. Est-ce que c'était le cas avec Jean-Marc Kaboun? Je vais dire ceci. Ce que vous dites là n'est pas vrai. Il ne faut pas oublier que dans l'état des droits, il y a une justice indépendante qui fonctionne. L'état des droits signifie quoi? L'état des droits libère tout le monde. Il libère aussi des magistrats. Comme Vital Kamerhe. Oui, mais est-ce que vous comprenez? Malgré tout que le procès... Non, c'est la responsabilité. Au Congo, il y a des tribunaux. Si une justice indépendante ne signifie pas nécessairement que quand vous allez vous présenter chez les juges, ils vous mettent en prison. Ils peuvent aussi vous relaxer si vous n'avez rien fait. C'est ça la justice, c'est ça l'état des droits. C'était le cas avec Vital Kamerhe. Mais oui, mais il s'est présenté devant les juges. Les juges, à un moment donné, ont compris qu'il faut les libérer. On l'a libéré. C'est l'état des droits. L'état des droits, c'est l'effet... Si vous les gardez en prison et qu'il n'a rien fait, ça c'est la dictature.
Ne croyez pas que l'état des droits, c'est le fait de prendre les gens et les mettre en prison. Mais les bénéficiaires de cet état des droits, c'est plus ceux de l'IDPS et non Non, Vital Kamerhe n'est pas de l'IDPS. Vous savez... Il est de l'Union sacrée. Je vous dis, il n'est pas de l'IDPS. Il est de l'Union sacrée. Il est de l'Union sacrée. Exactement. Mais vous savez, je crois que j'ai parlé avec vous, je vous ai dit que nous avons la différence. Nous savons faire cette différence-là. Pourquoi? Parce que nous nous sommes battus pour l'état des droits. Nous nous sommes battus pour l'état des droits toute notre vie. Beaucoup ne se sont pas battus pour l'état des droits. C'est ça la différence. Beaucoup de gens, des personnes que vous citez là, ne se sont jamais battus pour l'état des droits. Mais l'état des droits, c'est quoi? L'état des droits, c'est l'effet d'avoir une justice indépendante. Et quand la justice indépendante intervient, il fait son travail. Vous avez parlé des journalistes. Mais vous ne dites, personne ne dit pourquoi les journalistes ont été interpellés. Vous dites qu'il a été interpellé. Mais dites aussi pourquoi. Est-ce que vous le dites? Vous savez pourquoi il a été interpellé? Mais on l'a interpellé, c'est déjà très grave. L'effet la justice les reproche d'avoir fait publier une note des services de sécurité qui n'était pas vraie. On lui reproche, je ne dis pas qu'il l'a fait ou il ne l'a pas fait, mais on lui reproche de ça. C'est à lui d'aller se justifier. Maintenant, mettez-vous à la place de ces gens-là, un journaliste qui publie un faux document, qui publierait, n'est-ce pas, un faux document. Le problème, c'est le professionnalisme. Ce n'est pas même l'arrestation. Et puis, il aurait publié, n'est-ce pas, un faux document. Et le plus grave est que ces faux documents qu'il aurait publiés a permis à des chaînes, à des médias internationaux de faire de la communication basée sur des faux documents. On a vu RFI, on a vu Jeune Afrique, on a vu RTBF utiliser un faux document pour critiquer un gouvernement. Mais ça pose quel problème? Ça ne pose pas des problèmes d'arrestation, ça pose des problèmes du professionnalisme. Donc moi je vous dis tout de suite que les médias ont manqué du professionnalisme en publiant un faux document. Et puis en plus j'ai suivi sur RTBF, ils disent que les documents n'étaient pas signés. Et comme les documents n'étaient pas signés, comment un journal comme Jeune Afrique peut publier un document qui n'est pas signé et affirmer que ça s'est passé comme ça? Et puis des documents internes à un service de sécurité. Vous voyez, parce que vous ne voyez pas la gravité des choses. Parce que ce sont des choses exceptionnelles. D'ailleurs, vous le savez très bien, il y a Lavrieux, une dame journaliste qui est en France. On l'a arrêtée pour avoir diffusé des fausses... des informations classées de secret défense. Mais la justice doit savoir, les informations sont classées secret défense. Vous les avez eues comment? Très bien, nous sommes presque à la fin. Une dernière préoccupation, M. Jean-Marie Kabila Kouiba. Pensez-vous que notre justice est équitable et indépendante? Oui, mais notre justice, je vous l'ai dit sincèrement, notre justice est indépendante. Il ne faut pas confondre de faux magistrats ou des magistrats qui ne font pas très bien leur travail et des failles de certains magistrats, de certains juges, et croient que parce que tel ou tel juge a fait très mal son travail, et la justice n'est pas indépendante. La justice est indépendante. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'incarne, c'est-à-dire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un démocrate. Il croit à une justice indépendante. Parce que toute sa vie, il s'est battu pour ça. Comment voulez-vous vous allez demander à quelqu'un qui toute sa vie s'est battu pour une justice indépendante? Avec vous, oui. Une petite critique par rapport au bilan de chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pensez-vous qu'avec tout ce qu'il a fait, il réussira son deuxième mandat? Oui, moi je pense que les Congolais sont des gens reconnaissants. Et comme ils sont reconnaissants envers lui, ils vont lui donner un deuxième mandat et je le souhaite sincèrement de tout mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il a fait le projet de couverture maladie universelle qui n'existait pas. Aujourd'hui, vous avez des femmes et des nourrissons qui auront accès à des soins de santé gratuits. Il a fait la couverture, il a fait l'enseignement fondamental gratuit. C'est-à-dire des jeunes gens n'ont pas besoin de payer de l'argent pour retourner à l'école pour se faire éduquer. Donc, il y a retour d'environ 6 millions d'enfants à l'école. Ça, c'est
Ça, c'est deuxième point. Troisième point, nos territoires étaient abandonnés. Il a fait un projet de 145 territoires, c'est-à-dire un projet qui remet les territoires dans le circuit politique, économique. Les gens ne voient pas ça parce qu'ils vivent à Kinshasa. Mais si vous allez dans les territoires, vous allez voir que l'administration va fonctionner, la police va fonctionner, l'armée va fonctionner, les services de l'État vont fonctionner grâce à cette loi des 145 territoires. Et en plus, il faut ajouter, d'ailleurs, nous sommes à Kinshasa, il y a des infrastructures. Aujourd'hui, regardez à Lualaba, là-bas, à Likasi, à Kolwezi, à Kassombale, vous avez vu, on a fait l'inauguration des bâtiments, des édifices de l'État. Est-ce que vous vous rendez compte? Depuis 20 ans, on n'a jamais vu des services de l'État logés dans de meilleures conditions. Est-ce que vous avez regardé la télévision, ce qui se passe à Kassombale, ça? Est-ce que vous avez vu dans la loi là-bas, et vous avez vu dans d'autres provinces? Il y a des provinces qui ont retrouvé des bâtiments administratifs grâce à lui. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie Kabiena Kouiba. Un dernier mot, surtout pour ceux-là qui venaient tantôt de vous suivre. Un dernier mot, un dernier message pour clôturer. Moi, le dernier message, je leur dis, moi, je viens avec un projet. Si je me suis si j'ai décidé de me présenter à Tchangou, c'est parce que j'ai un projet de lutte contre la pauvreté. Je vais faire en sorte que Tchangou sorte de la pauvreté. Et je viens avec un projet. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient parce que j'ai besoin qu'on me vote. Non. J'ai besoin qu'on me donne l'occasion de présenter mon projet de lutte contre la pauvreté pour faire en sorte que la population de Tchangou vive dans les bonnes conditions. Voilà, merci beaucoup, M. Jean-Marie Kabiena Kouiba, d'avoir répondu à notre invitation, et merci à nos fidèles téléspectateurs, toujours dans la chaîne sacrée et panafricaine qui est la vôtre, le peuple d'abord, télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir. Jean-Marie Kabiena Kouiba Dikassa, un citoyen congolais de père et de mère, ingénieur et économiste diplômé en 3e cycle DS en administration des entreprises de l'Université d'Amiens en France. Parcours: consultant expert en économie des entreprises et en management, en relations internationales, dirigeant et administrateur des sociétés privées d'ICAS électronique Sarahu, JMK Consulting, président et membre fondateur des associations en France, président des AITD, Association Industrie et Technologie pour le Développement, créé en 1991 en France, président du Centre démocrate congolais de France, créé en 2015 en France. Il est en même temps président du regroupement politique Alliance pour le AAA et allié A3, candidat député national de Tchangou numéro 189, dont la motivation de sa politique lutte contre la pauvreté.